Tu devrais être reconnaissante qu'une fille issue d'une famille pauvre ait eu le droit d'entrer dans notre maison, la fille d'un simple ouvrier d'usine, incrustée dans une famille d'avocats. Comment veux-tu que j'explique ça à mes amis? C'est une véritable honte. Pendant 3 ans, cette femme avait supporté les humiliations de sa belle-mère. Mais personne ne pouvait prévoir ce qui allait se passer après son départ de la maison. Si ma présence vous répugne tant que ça, je m'en irai. Vous finirez par les regretter. Mais il sera trop tard. Qui était réellement cette femme? Et qu'est-il arrivé à la belle-mère qui l'a jetée à la rue? Tu devrais remercier le ciel chaque jour d'avoir pu entrer dans notre famille. La voix tranchante de Madame Béatrice Delcourt résonna dans tout le salon. La femme de 58 ans, les jambes élégamment croisées sur le canapé en cuir, foudroyait sa belle-fille du regard. En tant qu'ancienne associée d'un prestigieux cabinet d'avocats de Neuilly-sur-Seine, elle affichait une allure froide et intellectuelle. Mais derrière cette façade se cachait un mépris de classe profondément ancré. Camille resta figée, les mains dans l'eau savonneuse, devant l'évier de la cuisine. Ce n'était pas la première insulte de la journée. Elle avait arrêté de compter depuis bien longtemps. La jeune femme de 30 ans, la tête baissée, arrangeait les assiettes en soupirant profondément. C'est ainsi que s'étaient déroulées les 3 années de son mariage. La fille d'un ouvrier d'une zone industrielle d'Aubervilliers, plongée dans une famille d'illustres juristes. Je meurs de honte quand je dois parler de toi avec mes amis au cercle du bois de Boulogne. Le ton de Béatrice se fit encore plus coupant. Aujourd'hui, elle était particulièrement irritable. Apparemment, lors de son petit déjeuner avec ses relations mondaines, le sujet de conversation avait tourné autour de sa belle-fille. À cause de toi, la réputation de notre famille est en train de s'effondrer. Sais-tu ce que disent mes connaissances? Béatrice prit sa tasse de thé et scruta Camille. Un regard glacial. Calculateur. Comme si elle évaluait sa valeur sur le marché. Simple d'esprit. Sans éducation. J'ai honte d'admettre qu'une fille comme toi est notre belle-fille. Understay. Camille posa une assiette sur l'égouttoir avec un peu plus de force que nécessaire. On entendit le tintement sec de la porcelaine. Béatrice. Et j'admets qu'il me manque beaucoup de choses. Mais le problème n'est pas ce qui me manque. Le problème, c'est que tu viens d'un autre monde, s'emporta la belle-mère en l'interrompant. As-tu la moindre idée du genre de famille dans lequel notre Antoine a grandi? Son père était associé majoritaire d'un grand cabinet, je suis moi-même avocate. Et il a fallu qu'il aille se marier avec la fille d'un moins que rien, qui serre des boulons dans une usine. À cet instant, la porte d'entrée s'ouvrit. Antoine entra. Sur le visage de l'avocat de 31 ans se lisait la fatigue d'une longue journée d'audience au palais de justice de Paris. « Maman, qu'est-ce que Camille a encore fait de mal ?» demanda-t-il en desserrant sa cravate et en se laissant tomber sur le canapé. « Ce qu'elle a fait de mal. »« Mon fils, tu es si naïf. » Béatrice soupira lourdement et se leva. « As-tu oublié qui elle est et d'où elle vient? C'est la fille d'un homme qui assemble des pièces dans un hangar industriel. Tu n'imagines pas la honte que c'est pour notre famille. De devoir accepter une telle belle-fille. Maman a raison. Camille, tu devrais penser un peu à l'image de notre famille. » Les mots d'Antoine firent trembler les mains de Camille. Insensiblement. Son mari prenait toujours le parti de sa mère. Une déception glaciale grandit au plus profond de sa poitrine. « Antoine, tu sais très bien que je fais de mon mieux. Ne me fais pas rire avec tes petits efforts. » intervint Béatrice avec sarcasme. « Tu auras beau faire de ton mieux. Tu ne pourras jamais changer tes origines. Que connais-tu de la vie? Une gamine qui a grandi dans une maison où la seule chose qu'on sait faire, c'est puer la graisse de moteur. » And the fray. Camille serra les lèvres. Entendre ces insultes envers ses parents était insupportable. Mais elle encaissa. C'était devenu une habitude. Mes amis n'arrêtent pas de me demander de quelle famille vient ta belle-fille. Je me meurs de honte. Sans savoir quoi répondre, Béatrice détailla de nouveau Camille de la tête aux pieds, comme si elle évaluait une marchandise défectueuse. Rien que de penser qu'une telle femme est l'épouse de mon fils. J'en ai des frissons. Enthousiasmant. La voix de Béatrice devenait de plus en plus stridente. Camille, ayant terminé avec la vaisselle, se tourna lentement. Béatrice, je reconnais mes défauts, mais ma famille et moi, nous vivons honnêtement. Honnêtement, s'esclaffa la belle-mère. Des gens qui, du matin au soir,
puis l'huile de moteur et la limaille de fer. Honnête? Mon Dieu, tu crois vraiment que nous sommes au même niveau? Maman tenta d'intervenir Antoine. Mais Béatrice était déchaînée. Mon fils. C'est la goutte d'eau. Je ne peux plus continuer à la reconnaître comme ma belle-fille. Crois-tu sincèrement qu'une fille qui sent la zone industrielle a sa place dans une famille d'avocats de prestige? Une paix étrange apparut sur le visage de Camille, comme si elle attendait ce moment précis depuis très longtemps. Très bien. S'il en est ainsi, il n'y a plus rien à faire. Sa voix résonna avec une tranquillité absolue. Quoi? Béatrice écarquilla les yeux, dévisageant sa belle-fille. La réaction inattendue de Camille la déstabilisa complètement. Si ma présence dans cette maison vous répugne à ce point, je m'en irai. Le ton de Camille resta uniforme. La belle-mère et le mari semblaient bien plus choqués qu'elle. Qu'est-ce que tu racontes tout d'un coup? Antoine posa son verre sur la table basse et se leva. Ce n'est pas tout d'un coup. Ça fait des années que j'entends exactement la même chose. And if I did, dit Camille en retirant son tablier. Je vais faire ce que vous voulez. La fille d'un ouvrier ne mettra plus les pieds dans cette maison. Béatrice regardait Camille, la bouche entr'ouverte, déconcertée par une telle réaction. Je t'ai vraiment dit de partir. Là. Maintenant. Oui. Je pars. La réponse de Camille fut ferme. Elle se dirigea vers sa chambre. Antoine la regarda s'éloigner. Stupéfait. Il était totalement perdu face à ce comportement si inhabituel chez son épouse. Camille. Attends. Tu es sérieuse. Très sérieuse, répondit Camille. En se retournant sur le pas de la porte, j'ai tenu 3 ans. Mais je suis fatiguée. Je vais faire ce que ta mère désire. Et elle ferma la porte derrière elle. Dans le salon, il ne restait que Béatrice et Antoine. Mon fils. C'était quoi? Ça. Qu'est-ce qui lui prend d'un coup? Demanda Béatrice. Perplexe. En regardant son fils, je n'en sais rien. Je ne comprends rien non plus. Nasudebi, Antoine semblait tout aussi désemparé. Son épouse, d'habitude si soumise, avait radicalement changé en une fraction de seconde. Dans sa chambre, Camille faisait ses valises avec une sérénité totale. Un sourire étrange se dessina sur ses lèvres, comme si, enfin, quelque chose qu'elle préparait depuis longtemps commençait. Tout commence enfin, murmura-t-elle pour elle-même. Dans sa voix résonnait une assurance inédite. À cet instant, son téléphone portable vibra. Sur l'écran, le nom de l'assistante de direction du groupe Horizon s'afficha. Camille décrocha rapidement. « Oui, c'est la directrice qui vous parle. » Sa voix changea instantanément. Ce n'était plus le ton timide d'une belle fille effacée. C'était une voix autoritaire, extrêmement professionnelle. « Tout est prêt. Demain. À la 1e heure, lors de la réunion du conseil d'administration. J'attends le rapport. » Tout en pliant ses vêtements. Camille continuait de parler au téléphone. Au fait, comment avancent les restructurations du personnel? Dans le salon, Béatrice et Antoine débattaient encore du soudain changement d'attitude de Camille. Sans avoir la moindre idée de ce qui se tramait de l'autre côté du mur, le lendemain matin, un silence pesant régnait dans l'appartement. Camille sortit de la chambre avec 2 valises. Elle était habillée de manière beaucoup plus formelle que d'habitude. Un chemisier en soie noire, un pantalon à pince gris, et les cheveux parfaitement tirés en chignon. Cela lui donnait une allure totalement différente. « Tu pars vraiment ?» demanda Antoine, détournant les yeux de son café matinal. Son visage reflétait l'incrédulité. « Oui. Je pars. » La réponse de Camille était toujours aussi sereine. En réalité, elle semblait ressentir un profond soulagement. Béatrice, les bras croisés, l'observait depuis le canapé. Il n'y avait pas une once de regret chez elle pour les mots de la veille. « Oui. Pars dici. Tu n'as jamais eu ta place de toute façon. » « Camille. Mais tu as un endroit où aller ?» demanda Antoine avec une pointe d'inquiétude. Bien que cela sonnât surtout comme une formalité, ne vous inquiétez pas. Je me débrouillerai, dit Camille en attrapant la poignée de sa valise. Te débrouiller. Qu'est-ce qu'elle va bien pouvoir faire? La fille d'un ouvrier. Où vas-tu aller t'échouer? Se moqua Béatrice. De ça aussi.
Je m'en chargerai moi-même. Camille s'avança vers la porte. À ce moment-là, Antoine se leva brusquement. Camille. Attends. Encore une chose. Quoi? Demanda-t-elle en se retournant. Antoine rapporta une chemise cartonnée de son bureau. C'étaient les papiers du divorce. Signe ici. Je les avais déjà préparés. Camille ne fut même pas surprise. Elle prit les documents avec calme, comme si elle s'y attendait. De toute façon, on allait finir par en arriver là. Ce sera mieux pour nous deux. Dit Antoine, évitant de croiser son regard. Sur son visage se lisait un mélange complexe de culpabilité et de libération. C'est bien parlé? Mon fils. Enfin. Tu as retrouvé la raison. Intervint Béatrice d'un ton triomphant. On est enfin débarrassé d'elle dans cette maison. Camille feuilleta les papiers. La signature d'Antoine était déjà apposée sur la dernière page. Quand as-tu fait ça? Hier soir. J'en ai discuté avec ma mère, répondit Antoine avec franchise. Il n'y avait aucune trace d'excuse dans sa voix. Ye voice. Camille sortit un stylo de son sac et signa sans hésiter. Te voilà libre, soupira Antoine. Soulagé. Oui? Et maintenant? Peu importe. Si je finis par travailler dans une usine ou ailleurs, absolument plus rien ne me lie à votre famille, dit Camille avec froideur, en lui rendant les papiers signés. Bonne continuation à vous. Offidald. Elle prit ses valises et ouvrit la porte d'entrée. Attends. Camille. L'appela encore Antoine. Qu'y a-t-il maintenant? Elle s'arrêta sur le pas de la porte. Je suis désolée. Tout simplement. L'excuse d'Antoine semblait sincère, mais elle arrivait beaucoup trop tard. Ce n'est rien. C'est sûrement mieux ainsi. Camille était sur le point de sortir quand Béatrice lui lança une dernière phrase dans le dos. Ne viens pas pleurer plus tard. Après avoir gâché la chance de faire partie d'une famille comme la nôtre, Camille s'arrêta net et pivota. Un sourire subtil, presque imperceptible, apparut sur son visage. Croyez-moi, je ne le regretterai pas. Quoi? Béatrice fronça les sourcils. Au contraire, je crois que c'est précisément maintenant que ma vraie vie va commencer. Dans la voix de Camille vibrait une assurance écrasante. De quoi parles-tu? Qu'est-ce que tu vas bien pouvoir faire? Toi, se moqua Béatrice. Vous le saurez bien assez tôt. Sur ces mots, Camille ferma la porte. Dans le salon, Béatrice et Antoine échangèrent des regards déconcertés. Mon fils, as-tu vu la tête qu'elle a faite à la fin? Tu ne trouves pas ça très bizarre? Demanda Béatrice avec une certaine inquiétude. Oui. J'ai trouvé aussi. Elle était trop différente de ce qu'elle est d'habitude. Acquiesça Antoine. Différente de quoi? C'est de la pure façade. Que peut faire d'autre la fille d'un mécano quand on la jette à la rue sans un sou? Béatrice tenta de minimiser la situation d'un geste de la main. Mais au fond, une pointe de malaise s'installait dans son estomac. Pendant ce temps, dans la rue, Camille attendait un taxi devant l'immeuble. Son portable sonna de nouveau. Oui. C'est Laurent. Son ton changea instantanément. Là où il y avait autrefois de la timidité, commandait désormais l'autorité et la fermeté. Oui. Tout s'est déroulé comme prévu. Nous pouvons passer à la deuxième phase. 3 ans. C'était plus que suffisant. Il est temps de leur montrer mon vrai visage. Camille raccrocha et monta dans le taxi. Elle jeta un dernier coup d'œil à l'immeuble bourgeois qui s'éloignait par la vitre. Maintenant, tout commence. Sur ses lèvres se dessina un sourire lourd de sens, comme si elle venait enfin de retirer un masque pesant qu'elle avait porté bien trop longtemps. Direction le quartier de la Défense. Au siège central du groupe Horizon. S'il vous plaît, indiqua-t-elle au chauffeur. C'est noté. Madame, répondit le chauffeur de taxi. La voiture démarra et la silhouette de Camille disparut peu à peu dans le trafic parisien. Dans l'appartement, Béatrice et Antoine continuaient de ruminer sa dernière expression. Maman. C'était vraiment étrange. Quand Camille a souri à la fin, c'est de la façade. Mon fils, de la façade. Elle essayait de garder sa dignité pendant qu'on la mettait à la porte. Bien que Béatrice dît cela, elle ne parvenait pas à cacher sa nervosité. Cependant,
Aucun des deux ne savait encore qui ils venaient de jeter de chez eux, ni ce qui les attendait. Le taxi dans lequel voyageait Camille filait sur l'avenue Charles de Gaulle en direction des gratte-ciel financiers de la Défense. Le paysage urbain défilait rapidement de l'autre côté de la vitre. Camille ferma les yeux en silence et prit une grande inspiration. « C'est enfin terminé », murmura-t-elle. Elle n'avait plus besoin de se cacher. Le moment était venu de montrer qui elle était vraiment. Celle qu'elle avait gardée secrète pendant 3 ans, le taxi s'arrêta devant un imposant gratte-ciel de 50 étages. En plein cœur du quartier des affaires, le bâtiment ultramoderne de verre et d'acier resplendissait sous le soleil de la capitale. L'immense logo du groupe Horizon couronnait la façade. Camille descendit de la voiture avec ses valises. À l'entrée, le personnel de sécurité la salua avec un respect évident. « Bonjour, mademoiselle Laurent. » Camille acquiesça d'un léger signe de tête. « Continuez votre travail. » Hands aloof. Sa voix était naturelle et autoritaire, comme si elle avait toujours été la maîtresse des lieux. En traversant l'immense hall, les employés la saluaient l'un après l'autre. « Mademoiselle Laurent. »« Bon, retour parmi nous. »« Bonjour. »« Madame la directrice. » Camille répondait aux salutations avec une aisance totale. Elle était une personne complètement différente de celle qu'elle avait été ces 3 dernières années. Arrivée aux ascenseurs de la direction, elle appuya sur le bouton du dernier étage. Elle se dirigeait vers le bureau de la présidence. Au 50e étage, dans l'ascenseur, elle observa son reflet dans les miroirs. C'était là son vrai visage. Il n'y avait plus aucune raison de le dissimuler. Les portes s'ouvrirent, révélant l'immense et luxueuse antichambre du secrétariat de direction. « Mademoiselle Laurent. Bienvenue. Le président vous attend. » Salua poliment l'assistante. « Comment va la santé de mon grand-père ? » « Il va bien. Bien que je sache qu'hier soir, il est encore resté travailler très tard. » Camille ouvrit la porte du bureau du président avec un sourire. Dans le vaste et élégant bureau, un homme d'environ 70 ans examinait des documents. « Grand-père. Je suis là. » salua Camille joyeusement. Monsieur Alexandre Laurent leva les yeux et regarda sa petite fille. Dans son regard brillait une immense fierté. « Ma petite fille est de retour. » « Eh bien, comment tout s'est-il passé ?» demanda-t-il en mettant les papiers de côté. « Le stage sur le terrain s'est conclu avec succès, » répondit-elle en s'asseyant dans l'un des fauteuils en cuir. « Cette tâche que je t'avais confiée. Vivre pendant 3 ans comme une personne totalement ordinaire. Oui, je suppose que tu as dû traverser des moments difficiles. » Dans la voix de Monsieur Laurent. « Persai un ton de compassion. Ce n'est rien. En échange, j'ai appris à cerner véritablement les gens. » Dans la voix de Camille. On percevait une nuance très particulière. Le vieil homme imagina ce qu'elle avait dû endurer. « Cela signifie que tu peux désormais intégrer officiellement l'entreprise. »« Oui. Je suis prête. » acquiesça Camille. « Alors, à partir de demain, je te nomme directrice exécutive. J'espère que ces 3 années d'attente en valaient la peine. » Camille regarda par l'immense baie vitrée. Toute la skyline de Paris s'étendait à ses pieds. « Grand-père, j'ai une faveur à te demander. » « De quoi s'agit-il ? » « Dans quelques jours, un cabinet d'avocats viendra présenter une proposition pour un contrat de conseil juridique. Je veux m'occuper personnellement de cette réunion. » Le grand-père sourit, pressentant quelque chose. « Est-ce quelqu'un de ta connaissance ? » « Oui. De très vieilles connaissances. » Dans la voix de Camille résonna une anticipation glaciale. « Très bien. Charge-t'en toi-même. » « Merci. » « Grand-père. » Camille se leva et lui déposa un baiser sur la joue. Maintenant, la véritable partie d'échecs commençait. En sortant dans l'espace du secrétariat, l'assistante s'approcha d'elle. « Madame la directrice, nous venons de recevoir une demande de réunion du cabinet d'avocats où travaille monsieur Antoine Delcourt. » Un sourire apparut sur les lèvres de Camille. Plus tôt qu'elle ne l'espérait. « Pour quand l'as-tu programmé ? » ?»« Vendredi prochain. À 10h du matin. »« Parfait. Préparez la salle de réunion principale. » ordonna Camille. « Et pour le groupe Horizon, je serai la seule présente. »« C'est noté. »« Madame, » répondit l'assistante en prenant des notes. Camille se dirigea vers son propre bureau. C'était une pièce immense,
avec une plaque sur la porte indiquant directrice exécutive. Camille Laurent. Assise dans son fauteuil, contemplant les panoramas de la capitale. Elle se plongea dans ses pensées. Toutes les humiliations et le mépris qu'elle avait supportés pendant 3 ans refluèrent dans son esprit. « Bientôt. Vous paierez pour tout », murmura-t-elle. Pendant ce temps, dans son ancien appartement, Béatrice et Antoine étaient toujours intranquilles. C'était extrêmement bizarre. « Mon fils. » La tête qu'elle a faite en partant. « Maman. Je t'ai déjà dit que c'était simplement son orgueil blessé. » Elle essayait de sauver la face alors qu'on la mettait à la rue. Mais l'inquiétude de Béatrice ne se dissipait pas. Elle avait le sentiment constant qu'un détail fondamental lui échappait. Les jours passèrent, et il n'y eut aucune nouvelle de Camille. Elle semblait s'être évaporée. Même les voisins de l'immeuble ne savaient pas où elle était partie. 1 semaine après son départ, les rumeurs commencèrent à circuler dans la copropriété. Le local à poubelle et le palier étaient un vivier de commérage. Oui, j'en ai entendu parler. La belle-mère ne supportait pas qu'elle vienne de la classe ouvrière. La pauvre. Et dire qu'elle a supporté de vivre là, bas pendant 3 ans. Ces commentaires arrivaient aux oreilles de Béatrice au supermarché, à la pharmacie, où qu'elle aille. Elle sentait les regards en coin de ses voisins. « Maman, j'ai l'impression que les gens n'arrêtent pas de nous dévisager », commenta Antoine. Mal à l'aise. Et alors qu'il regarde, « Nous n'avons rien fait de mal », répondit Béatrice sur la défensive. Mais au fond, la situation la mortifiait. C'est quand même bizarre que Camille n'ait même pas appelé, souligna Antoine. Et elle n'a pas à le faire. Nous sommes des étrangers maintenant, trancha Béatrice. Pourtant, pour une raison étrange. Elle se surprenait, elle aussi, à s'inquiéter de ce qu'était devenue Camille. Cette tranquillité, cette assurance écrasante des dernières minutes ne s'effaçait pas de son esprit. De son côté, Élodie, une amie de Camille, prenait un café en terrasse dans le quartier avec d'autres connaissances. « J'ai tellement de peine pour Camille. Devoir supporter cette sorcière de belle-mère. » soupira Élodie. « Mais tu sais ce qui est bizarre ?» commenta l'une des femmes. « Les voisins disent que quand elle a quitté l'appartement, elle n'avait pas l'air triste du tout. » Ndef, c'est vrai ? Normalement. Dans ces situations, les gens pleurent. Ils font un scandale, s'étonna Élodie. Ils disent qu'elle semblait soulagée, comme si elle n'attendait que ça. Élodie acquiesça. Oui, j'en ai entendu parler aussi. Il paraît qu'elle souriait en montant dans le taxi. Très bizarre. Une personne normale ne réagit pas comme ça. L'attitude de Camille surprenait tout le monde. Une belle fille ordinaire aurait supplié en pleurant, mais elle était restée d'une sérénité inhabituelle. Et où a-t-elle bien pu aller ici ? À Paris. Elle n'a personne d'autre, demanda Élodie avec inquiétude. C'est là tout le mystère. Personne ne le sait. Il semble qu'elle ait même changé de numéro de téléphone. Camille s'était dissoute dans l'air. Personne ne savait où elle était ni ce qu'elle devenait. Quelques jours plus tard, Antoine commença à ressentir la pression au sein de son prestigieux cabinet d'avocats, Antoine. « Les choses se sont-elles calmées chez toi ?» lui demanda un associé senior avec tact. « Oui. Eh bien. Tout est réglé, » répondit Antoine de manière évasive. « C'est curieux la vitesse à laquelle ta femme est partie. Même ses collègues du cabinet commençaient à montrer de l'intérêt. C'est une affaire personnelle. » Antoine ne voulait pas s'étendre sur le sujet. Mais les regards inquisiteurs de ses collègues le mettaient très mal à l'aise. En rentrant chez lui, il en parla à sa mère. « Maman, les gens posent trop de questions. Je trouve ça très déplacé. Et quelle importance nous avons fait ce qu'il fallait. » Béatrice restait inflexible. Mais c'est quand même très étrange que Camille n'ait donné aucun signe de vie. Ne serait-ce que pour récupérer son courrier. Je te répète qu'elle n'a pas à appeler. Nous sommes des étrangers. Des étrangers. Mais au fond, Béatrice se posait la même question. Comment allait Camille ? Est-ce que tout allait bien pour elle à ce moment-là ? L'interphone sonna. Qui est-ce ? Antoine regarda l'écran de l'interphone vidéo. C'est Élodie, l'amie de Camille. Ouvre. Pour voir ce qu'elle veut ? Dit Béatrice. Élodie entra dans le salon.
visiblement gêné. Bonjour. Je venais vous demander une chose au sujet de Camille. J'imagine. Coupa Béatrice. Direct. Oui. Ça fait des jours que je n'arrive pas à la joindre. Savez-vous où elle se trouve? Demanda Élodie avec prudence. Et comment pourrions-nous le savoir? Nous n'avons plus absolument rien à voir avec elle. La réponse de Béatrice était un bloc de glace. Mais vous avez été de la même famille pendant 3 ans. Vous ne ressentez pas un minimum de curiosité pour savoir comment elle va, insista Élodie en mesurant ses mots. Zéro intérêt. Ce que fait ou ne fait pas la fille d'un mécanicien ne nous regarde pas. Dossixing. Le ton de Béatrice dégoulinait de condescendance. Élodie soupira. S'avouant vaincue. Et s'élève. Je comprends. Désolée pour le dérangement. Au revoir. Après le départ d'Élodie, le silence s'empara de nouveau du salon. Maman, tu n'as vraiment aucune curiosité de savoir ce qu'elle est devenue? Demanda Antoine. Je t'ai dit que ça ne m'intéresse pas. Au lieu de penser à elle, commence plutôt à chercher une épouse de ton rang. Trancha Béatrice. Cependant, bien malgré elle, l'image de Camille ne la quittait pas. Surtout ce sourire et cette allure hautaine en franchissant la porte, il y avait quelque chose qui clochait dans tout ça, quelque chose qu'elle ne parvenait pas à déchiffrer. Et cela la tourmentait un peu plus chaque jour. Mais elle s'efforçait de ne pas montrer ses véritables émotions. Elle s'auto-persuadait d'avoir pris la bonne décision et tentait de bannir Camille de son esprit. Pourtant, les chuchotements des voisins continuaient, et la sérénité inébranlable des adieux de Camille perturbait le sommeil de la mère et du fils. Cette nuit-là, se tournant et se retournant dans son lit, Béatrice revécut encore et encore le dernier regard de son ex-belle-fille. Les mots « vous le saurez bien assez tôt » résonnaient en écho dans sa tête. Avait-elle un plan? Béatrice secoua la tête dans l'obscurité. Quel plan pourrait bien avoir une fille de banlieue? Elle ne faisait que fanfaronner. Mais elle avait beau retourner le problème dans tous les sens. Ce regard n'était pas celui d'une personne vaincue. C'était le regard de quelqu'un qui avait les cartes en main. Pour la première fois, une pointe de doute s'installa dans son cœur. Et si elle avait commis une terrible erreur, un mois s'écoula, dans le cabinet d'avocat de premier plan où travaillait Antoine, une nouvelle d'une importance capitale tomba. Chers confrères, j'ai une annonce cruciale à vous faire. L'associé directeur réunit les avocats dans la salle de conférence. Nous sommes en train de négocier un contrat de conseil juridique intégral avec le groupe Horizon. Un murmure d'excitation parcourut la pièce. De quel volume financier parlons-nous? Demanda Antoine en levant la main. Le montant total du contrat s'élève à 100 millions d'euros. Ce sera le plus gros accord de l'histoire de notre cabinet. Les mots du directeur déclenchèrent l'euphorie. Si nous décrochons ce contrat, notre cabinet deviendra la référence absolue en droit des affaires dans tout le pays. Logiquement, les avocats qui participeront à ce projet recevront des primes stratosphériques et ils auront la voie libre pour devenir associés. Les yeux d'Antoine brillèrent. C'était la chance de sa vie. Mais il y a un problème. La concurrence ne reste pas les bras croisés. Nos plus grands rivaux seront Gide, Bredin Pratt et Darrois, avertit le directeur, visiblement préoccupé. Pourrons-nous les battre? Demanda un autre avocat avec des doutes. Nous avons nos chances. Mais le plus important sera notre relation avec l'entreprise elle-même. Il est vital de savoir qui sera notre contact et qui prend les décisions au sein du groupe Horizon. Tbaremi. Et de qui s'agit-il? S'enquit Antoine. C'est la directrice exécutive du groupe. On dit que c'est une très jeune cadre supérieure. Récemment nommée, expliqua le directeur. Tout le cabinet se mit au travail. Les avocats se plongèrent corps et âme dans le projet. En rentrant chez lui, Antoine annonça la grande nouvelle à sa mère. « Maman, j'ai devant moi l'opportunité de ma vie. Que s'est-il passé pour que tu sois dans un tel état? Un contrat de 100 millions d'euros. Si j'arrive à me faire une place dans l'équipe et qu'on le décroche, non seulement je deviendrai associé, mais la prime sera colossale. » Antoine débordait d'enthousiasme. Vraiment, alors nous pourrons enfin vivre avec l'aisance que nous méritons. Béatrice se remplit également d'espoir. Oui, si on signe cet accord, on déménagera dans un penthouse bien plus luxueux en plein centre de Paris. Antoine savourait déjà le goût du succès. Mais la concurrence doit être féroce. N'est-ce pas? Fit remarquer Béatrice.
Bien sûr. Mais j'ai une grande expérience en fusion et acquisition. Je suis sûre que nous pouvons gagner. Antoine exultait de confiance. Quelques jours plus tard, au cabinet. Les préparatifs entrèrent dans leur phase la plus critique. Antoine, tu dirigeras l'équipe sur ce projet, lui annonça le directeur dans son bureau. Vraiment, je vous en suis infiniment reconnaissant. Patron, Overdina, se réjouit Antoine. La responsabilité est énorme. Mais la récompense le sera tout autant. Travail dur. Je le ferai. Je vais m'y consacrer corps et âme. Antoine s'immergea totalement dans le projet. Avec son équipe, il rédigeait la proposition, analysait les entreprises rivales, étudiait le client. Mais il n'y avait presque aucune information sur la nouvelle directrice exécutive du groupe Horizon. C'est bizarre. Il y a très peu de données sur elle sur Internet, commenta un membre de l'équipe. Je suppose qu'étant jeune, elle n'a pas encore fait l'objet de portraits dans la presse économique, théorisa Antoine. Mais on dit qu'elle est extrêmement exigeante. Oui. Et apparemment, elle a étudié le management à l'étranger. Antoine se prépara de manière encore plus approfondie. Il restait jusqu'au petit matin pour peaufiner le dossier de présentation jusqu'à la perfection. À la maison, il ne parlait que de ça. Maman, si on signe ce contrat, notre vie va basculer. Oui. Mon fils, tu dois triompher avant tout. Heureusement que Camille n'est plus là. Imagine un peu la honte de te présenter devant des clients de cette envergure, avec une telle petite provinciale comme épouse. Béatrice en profita pour remuer le couteau dans la plaie. Oui. C'est vrai que maintenant, j'ai l'esprit clair pour travailler. Acquiesça Antoine, bien que, de temps à autre, une pensée furtive concernant Camille l'assaillit. Comment va-t-elle Estelle en sécurité? Mais il secouait aussitôt la tête. L'important maintenant, c'était le contrat du siècle. La date de la réunion fut enfin fixée. Vendredi prochain aura lieu la présentation finale au siège du groupe Horizon, annonça le directeur. Où exactement? Demanda Antoine. Dans le quartier de la Défense. Dans leur tour principale, au 50e étage. Dance, tous les avocats eurent la boule au ventre. L'heure de vérité approchait. De retour à la maison, Antoine dit à sa mère, « Maman, la semaine prochaine, c'est le grand jour. Tu seras sûrement nerveux. Mais tu vas tout balayer. J'en suis sûre. » L'encouragea Béatrice. « Oui, je le crois aussi. Avec la façon dont nous nous sommes préparés, il est impossible que nous perdions. » Antoine débordait d'assurance, totalement ignorant de la personne à qui il allait faire face dans quelques jours. Le vendredi fatidique arriva. Antoine se leva plus tôt que d'habitude et enfila son meilleur costume sur mesure. « Maman, you weiß » dit-il, en ajustant le nœud de sa cravate en soie devant le miroir de l'entrée. « Reviens avec la victoire sous le bras. Aujourd'hui, notre chance va tourner, » lui souhaita Béatrice. « N'en doute pas, on n'a pas le droit à l'erreur. » Nost, au cabinet d'avocat, la tension se coupait au couteau. « Antoine. Tout est prêt, » vérifia le directeur. « Oui. Impeccable. J'ai revu les graphiques et les clauses une dernière fois. Alors on y va. La ponctualité à ce niveau n'est pas négociable. » L'équipe d'avocats se rendit au siège du groupe Horizon. Dans le taxi exécutif, Antoine jetait un dernier coup d'œil aux documents. En arrivant sur le parvis de la Défense, le colossal gratte-ciel de 50 étages se dressa devant eux. La majesté du hall laissa impressionner même les avocats les plus chevronnés. « Mon Dieu, ça, c'est ce qu'on appelle de la puissance financière », murmura l'un des associés. « Tu sens le niveau dès que tu poses le pied sur le marbre. Un géant en pleine expansion. » Antoine ressentait un mélange d'anxiété et d'euphorie. Un responsable des relations publiques s'approcha d'eux. « Êtes-vous l'équipe juridique du cabinet invité? »« Oui. »« Tout à fait. »« Number one, suivez-moi. »« Je vous prie. » La réunion se tiendra dans la salle du 35e étage. Ils montèrent dans un ascenseur en verre à grande vitesse. En marchant dans les couloirs, le luxe minimaliste et technologique du bâtiment forçait le respect. Conclure un accord dans un endroit pareil, c'est entrer dans la cour des grands.
s'émerveilla le directeur. Ils arrivèrent devant la porte de la salle de conférence. Une plaque en acier brossé indiquait Commission d'appels d'offres, Conseil juridique externe. « Prêt ?» demanda l'employé avant d'ouvrir. « Prêt ?» affirma Antoine. La lourde porte en chêne s'ouvrit pour révéler une salle de réunion ultramoderne et lumineuse. Au fond, un immense écran de projection. Et au centre, une table de réunion kilométrique en verre teinté. Mais la salle était encore vide. « Quand le client arrivera-t-il » demanda Antoine à l'employé. « Ils seront là d'une minute à l'autre. Prenez place. » « Je vous prie. » L'équipe prit position. Antoine organisa ses dossiers et sa tablette. « Je suis mort de trac » chuchota l'un des jeunes avocats. « De calmer. Nous sommes les mieux préparés de la liste. » le rassura Antoine. À cet instant précis, la porte principale s'ouvrit de nouveau. Une femme vêtue d'un tailleur haute couture entra. La coupe élégante du costume noir, les talons aiguilles de marque, les cheveux relevés en un chignon impeccable. « Bonjour. Je suis la directrice exécutive du groupe Horizon. Camille Laurent. » se présenta la femme d'une voix ferme. Le sang se figea dans les veines d'Antoine. Son visage se paralysa. Cette voix, ces traits, il lui était beaucoup trop familier. « Camille, balbutia-t-il, incapable de croire ce que ses yeux voyaient. Le directeur et le reste de l'équipe regardèrent Antoine. Stupéfaits par sa réaction. « Antoine, vous vous connaissez ?» demanda le directeur avec une extrême prudence. Camille planta son regard directement dans celui d'Antoine. Sur son visage se dessina un sourire glacial. « Bonjour, Monsieur Delcourt. Ça fait un bail. » La voix de Camille n'avait absolument rien à voir avec celle de la femme qu'Antoine avait chassée de chez lui 1 mois plus tôt. Elle résonnait implacable, puissante et dominatrice. « Qu'est-ce que tu fais là ?» parvint à bégayer Antoine. « Je travaille. Notre entreprise a lancé un appel d'offres pour attribuer notre compte juridique externe, répondit-elle avec un calme absolu. « Notre entreprise, quelle entreprise ?» Antoine était toujours dans un déni total. « Le groupe Horizon. J'occupe le poste de directrice exécutive. » Camille fit glisser une carte de visite sur la table en verre. Vers Antoine. D'une main tremblante, Antoine prit la lourde carte en papier à en-tête. Il y était clairement écrit « Camille Laurent, directrice exécutive, groupe Horizon. » Qu'est-ce que tout cela signifie ? Sa voix tremblait. Le directeur du cabinet et l'équipe échangeaient des regards d'incompréhension totale. « Antoine. Avez-vous un lien personnel ?» intervint le directeur. Pris de sueur froide. « Oui. C'est mon ex-mari. » déclara Camille sans changer d'expression. Un silence de mort tomba sur l'immense salle de réunion. Tout le monde était sous le choc. « Son ex-mari », répéta le directeur. « Livide. Tout à fait. Il y a 1 mois à peine. Nous étions encore mariés. » Camille gardait sa posture de dirigeante. « Alors cette histoire de fille d'ouvrier ?» Antoine n'arrivait pas à formuler une phrase complète. Cette histoire d'être la fille d'un mécanicien d'usine. Oui, c'est vrai. Ma mère a travaillé pendant des années dans une usine industrielle. La voix de Camille était sereine. Mais tout cela faisait partie d'un plan pour que j'acquière une expérience de vie. C'était une exigence de mon grand-père. Je devais commencer tout en bas de l'échelle. Connaître toutes les facettes de la société réelle avant d'hériter de l'Empire. Antoine fixait Camille. La mâchoire décrochée. Qui est ton grand-père ? Le fondateur et président du groupe Horizon. Monsieur Alexandre Laurent est mon grand-père. Henry, face à la révélation de Camille. L'onde de choc paralysa les avocats. C'est à dire que depuis le début, tu étais l'héritière d'un empire de plusieurs milliards d'euros. Exactement. Acquiesça Camille. Mais pourquoi m'avoir trompée ? Pourquoi t'être fait passer pour une crève-la-faim ? Exigea de savoir Antoine. Le souffle court. Je n'ai trompé personne. Je t'ai déjà dit que ma mère a vraiment travaillé comme ouvrière. Commença à expliquer Camille. Mon grand-père, dans le cadre de ma formation pour lui succéder, a exigé que je vive 3 ans comme une femme de la classe populaire. C'est pour cela que ma mère et moi menions une vie modeste.
Antoine se prit la tête entre les mains. Alors on t'a humilié. Et on t'a jeté à la rue en croyant que tu étais la fille d'un moins que rien. Oui, vous m'avez humilié, et vous m'avez jeté comme un chien. La voix de Camille était totalement dénuée d'émotion. Camille, pardonne-moi. Je t'en suppliais. Je suis tellement désolée. Antoine baissa les yeux. Vaincu. Tu es désolé après que toi et ta très chère mère m'ayez piétiné pendant 3 années consécutives. Le ton de Camille baissa de plusieurs octaves. Tranchant comme la glace. Yeah. Je ne le savais vraiment pas. Que tu ne le savais pas. Tu disais que tu m'aimais. Mais tu avais profondément honte de mes origines et de présenter ta femme en société. André, Camille soutint son regard. Le disséquant des yeux, Antoine n'avait aucun argument pour se défendre. Je suppose que tu n'as jamais imaginé que la même main qui a signé les papiers du divorce pour me jeter à la rue serait la main auprès de laquelle tu devrais venir mendier un contrat millionnaire. N'est-ce pas? Face à la cruauté de ces mots, Antoine releva la tête. Camille, on ne pourrait pas repartir à zéro, supplia-t-il d'une voix brisée. Repartir à zéro. Camille laissa échapper un rire amer. Tu ne t'es pas mariée avec moi par amour. Tu t'es mariée parce que j'étais une fille docile, utile et manipulable dans ta maison. Et maintenant, tu veux repartir à zéro simplement parce que tu viens d'apprendre que je suis l'héritière de l'une des plus grandes fortunes de France. C'est bien ça. Les mots de Camille étaient des poignards plantés directement dans la jugulaire. Antoine voulut répliquer. Mais les mots restèrent coincés dans sa gorge, au fond de lui. Il savait que c'était l'absolue vérité. Et je suis sûre que Madame Béatrice, ta mère, pense exactement la même chose. Cette femme de la haute bourgeoisie qui ressentait un dégoût physique pour la fille d'un mécano. Soudain, elle m'accueillerait à bras ouverts comme sa belle-fille adorée. Je me trompe, ajouta Camille avec venin. Camille, pardonne-nous. Nous avons commis une erreur terrible. Antoine fit le geste de poser un genou à terre. Levez-vous. Épargnez-moi cette scène théâtrale, ordonna Camille avec froideur. Désormais, vous et moi ne sommes purement et simplement que des professionnels assis à une table de négociation. Vos drames personnels. Laissez-les à la porte. Camille s'adossa dans son fauteuil de direction. Monsieur Delcourt, tenez-vous-en à la présentation. Quand vous aurez terminé, je vous communiquerai ma décision sur le contrat dans quelques jours. Je dois évaluer vos mérites. Si tant est que vous en ayez. Antoine était au bord du gouffre. Camille. À partir de ce moment, adressez-vous à moi en m'appelant Mademoiselle Laurent ou Madame la directrice. Trancha-t-elle sans appel. Antoine. Les mains tremblant si violemment qu'il pouvait à peine tenir la tablette. Commença la présentation. Mais son esprit était complètement vide. Il était incapable de formuler 3 phrases de suite, tout le discours brillant et les données qu'il avait mémorisées s'étaient évaporées. Après avoir découvert la vérité sur son ex-femme, son monde entier s'était effondré. À la fin de ce simulacre désastreux de présentation, un silence étouffant s'installa dans la pièce. Antoine, trempé de sueur froide, attendait le verdict de Camille. Nous examinerons votre documentation technique et nous reprendrons contact avec votre cabinet, communiqua-t-elle avec une froideur corporate. Le directeur du cabinet et le reste de l'équipe se levèrent en hâte, désireux de fuir. Alors, si vous nous le permettez, nous nous retirons. Un instant. Monsieur Delcourt, restez seul avec moi 1 minute. Je vous prie, demanda Camille. Quand les autres eurent quitté la pièce, ils restèrent seuls tous les deux. Tu es vraiment la plus haute autorité du groupe Horizon? Demanda Antoine, n'arrivant toujours pas à l'assimiler complètement. Vraiment, répondit-elle. Tes mensonges ont détruit notre famille. Je n'ai rien détruit du tout. Vous l'avez dynamité tout seul. Par votre snobisme et votre arrogance, Camille se leva et rassembla ses dossiers. Tu peux disposer. L'après-midi même. Antoine appela frénétiquement sa mère. Maman. Viens immédiatement à la Défense. Au siège du groupe Horizon. Que s'est-il passé? Pourquoi tant d'urgence? C'est à propos de Camille. Qu'est-ce qu'elle a? Cette paysanne, s'il te plaît. Viens vite.
Le ton désespéré d'Antoine terrifia Béatrice, qui prit un taxi sur le champ vers le quartier d'affaires. Devant l'imposante façade de verre du gratte-ciel, elle retrouva son fils. « Mon fils, quel malheur est arrivé, maman. » Assidstoy. Antoine la guida vers une banque sur l'esplanade. Camille. Camille est la directrice exécutive de tout cet empire. Quoi? S'exclama Béatrice, refusant d'y croire. C'est la petite fille du fondateur, Monsieur Alexandre Laurent. C'est une héritière milliardaire, dit Antoine, le regard vide. Alors, nous. Le visage de Madame Béatrice perdit toutes ses couleurs. Nous avons humilié et jeté à la porte la future présidente du groupe Horizon. En la prenant pour une bonne à tout faire morte de faim. C'est ça. Antoine enfouit son visage dans ses mains. Béatrice se laissa lourdement tomber contre le dossier du banc, en assimilant l'ampleur de son erreur et la véritable identité de la femme qu'ils avaient maltraitée. Elle sentit le sol s'ouvrir sous ses pieds. « Et qu'est-il arrivé à ce super contrat de 100 millions ?» demanda-t-elle d'une voix faible. « Je ne sais pas. La directrice a dit qu'elle y réfléchirait. » Antoine était également en proie à la panique. « Nous sommes finis. Complètement ruinés. » murmura Béatrice. Les yeux remplis de larmes de pur désespoir, quelques jours plus tard, le téléphone sonna dans le cabinet d'avocat d'Antoine. Cabinet d'avocat. Le standard vous passe un appel. Oui. Nous vous appelons de la part du groupe Horizon. Nous voulions vous communiquer la décision finale concernant l'appel d'offres juridiques. Le directeur prit l'appel avec la boule au ventre. Ah. Fantastique. Nous espérons que ce sont de bonnes nouvelles. Tenta-t-il de paraître optimiste. Malheureusement, nous avons décidé d'écarter votre candidature pour ce contrat. La voix glaciale à l'autre bout du fil tomba comme un coup près. Comment? Que dites-vous? Le directeur n'en croyait pas ses oreilles. Suite à un audit interne, nous avons conclu que votre cabinet ne répond pas aux normes éthiques ni à l'excellence que nous exigeons. De plus, d'autres grandes entreprises du CAC 40 nous ont demandé des rapports de conformité à votre sujet et nous nous sommes vus dans l'obligation de faire part de nos doutes concernant la fiabilité et le code de conduite de certains de vos avocats vedettes. Le directeur devint blanc comme un linge. Que voulez-vous dire par là? Vous recevrez le refus officiel par écrit. Au revoir. Et l'appel fut coupé. Le directeur fit convoquer Antoine en hurlant. Antoine, nous avons un problème colossal. Que se passe-t-il? Patron, le groupe Horizon nous a rejetés. Sa voix tremblait de rage. Et pire encore, il mène un boycott actif contre nous, en signalant de prétendues mauvaises pratiques à d'autres grandes multinationales. Le cœur d'Antoine s'arrêta. Ses pires craintes devenaient réalité. Camille utilisait l'immense pouvoir et l'influence du groupe Horizon pour couler la réputation du cabinet en représailles. Dans les jours qui suivirent, l'onde de choc devint mortelle. Monsieur le directeur. La BNP Paribas vient de nous appeler. Un associé junior entra presque en courant. Et que disent-ils maintenant? Qu'ils rompent le contrat actuel qu'ils avaient avec nous? Quoi? Hurla le directeur. Et ce ne fut pas le seul. Le même jour, des appels similaires arrivèrent de Total Energies et d'EDF. En l'espace de 24 heures, le cabinet avait perdu son portefeuille de clients clés du CAC 40. Et tout cela avait été provoqué par un simple rapport signé par Camille Laurent. La panique et le chaos s'emparèrent des couloirs du cabinet. Antoine. Qu'est-ce qu'il se passe? Bon sang. Ses collègues se jetèrent sur lui. A causa de ton linge sale matrimonial. Tout le cabinet va faire faillite. Antoine dut ravaler sa salive. Incapable de se défendre. Quelques jours plus tard, la tragédie finale se consume. Antoine. Passez dans mon bureau. Ordonna le directeur avec froideur. Dites-moi. L'Assemblée des associés a décidé de procéder à une sévère réduction des effectifs suite à la perte massive de nos clients. Le cœur d'Antoine fit un bond. Vous allez me licencier. Moi. Oui. Vous allez devoir assumer la responsabilité absolue de cette débâcle. Directeur. Mais ce n'est pas de ma faute. Exclusivement. La décision est ferme et irrévocable. Prenez vos affaires. Antoine fut mis à la porte. Ils l'ont jeté comme un paria de l'entreprise à laquelle il avait consacré 10 ans de sa vie.
En arrivant à l'appartement de sa mère, il lâcha la nouvelle. « Maman, ils m'ont licencié. »« Quoi ?» Béatrice porta les mains à sa poitrine. « Tout le cabinet est en train de couler à cause du boycott de Camille. Ils m'ont jeté à la rue pour essayer de sauver les meubles. » Béatrice tomba à genoux sur le tapis du salon. « Mon Dieu, qu'avons-nous fait ?» Elle pleurait à chaudes larmes. Mais ses regrets arrivaient trop tard. Tandis que le monde de son ancienne belle-famille s'effondrait, Camille savourait un café de spécialité dans son bureau vitré, avec vue sur l'avenue de la Grande Armée. Madame la directrice. Le cabinet d'avocats que vous nous avez demandé de suivre est au bord du redressement judiciaire. L'information assistante. Entendu. C'était dans mes prévisions, répondit Camille sans quitter son ordinateur des yeux. De plus, ils ont licencié maître Antoine Delcourt. Un sourire implacable traversa les lèvres de Camille. C'est la facture pour 3 ans de mépris continu, murmura-t-elle en regardant par la baie vitrée la ville bouillonnante. Quelques mois passèrent, et la situation de Béatrice et d'Antoine devint intenable. Antoine tentait désespérément de chercher du travail dans d'autres cabinets parisiens, mais toutes les portes se fermaient. L'influence invisible du groupe Horizon était bien plus grande qu'il ne l'imaginait, et le veto tacite imposé par Camille éloignait n'importe quel chasseur de tête. « Mon fils, que t'ont-ils dit lors du dernier entretien ?» demandait Béatrice. Avec une angoisse constante, « Ils m'ont encore rejeté. J'avais passé la dernière étape. Et soudain, ils ont arrêté de répondre à mes mails. » Antoine était décharné, épuisé. L'influence de Camille nous bloque dans toute la capitale. « Anitu, nous ne pouvons pas continuer à vivre ainsi. Antoine, nous devons ravaler notre fierté et aller lui demander pardon en personne. » Décida Béatrice. Désespérée. « Maman, c'est inutile. Il est déjà trop tard. » Non, si elle voit que je m'agenouille devant elle de bon cœur. Elle desserrera sûrement l'étau. Béatrice s'accrochait à une bouée crevée. Le lendemain, la mère et le fils se présentèrent au gratte-ciel du groupe Horizon. « Excusez-moi, mais sans rendez-vous préalable. Il est absolument impossible que la directrice exécutive vous reçoive. » L'assistante leur barra la route dans l'antichambre de la direction. « Alors, donnez-nous un rendez-vous. C'est une question de vie ou de mort. » suppliait Béatrice. Mademoiselle Laurent a laissé des instructions strictes. Ne vous accordez aucune réunion. Sous aucun prétexte. S'il vous plaît. Je vous demande seulement 5 minutes. Béatrice était prête à se jeter par terre et à s'accrocher aux jambes de l'assistante. Maman, pour l'amour du ciel, contrôle-toi. Tentait de la retenir Antoine. À ce moment précis, les portes de l'ascenseur de direction s'ouvrirent. Camille en sortit, entourée de conseillers. En croisant son ex-belle-mère et son ex-mari, elle s'arrêta une seconde. « Que faites-vous ici à donner en spectacle ?» demanda-t-elle avec une froideur tranchante. « Camille !» cria Béatrice. « Je veux dire, Madame la directrice. Laissez-nous vous parler 1 minute. Par pitié, je n'ai rien à vous dire. » Camille fit mine de reprendre sa marche. « Je vous en supplie, nous savons que nous avons été des monstres avec vous. Nous vous demandons pardon du plus profond de notre âme. » Béatrice se mit en travers de son chemin. En larmes, « Vous croyez vraiment qu'un misérable pardon efface 3 ans de torture psychologique ?» lâcha Camille avec un sourire qui glaçait le sang. « Alors, que voulez-vous que nous fassions ? Dites-nous quel prix nous devons payer ?» pleurait Béatrice, totalement humiliée devant les employés. « Je ne veux rien de vous. Continuez simplement vos vies. Tout comme moi. Je continue la mienne. » trancha Camille. « Mais vous êtes en train de ruiner notre existence. Comment allons-nous vivre si vous nous fermez toutes les portes ? Ce n'est plus mon problème. » conclut Camille sans une once de compassion. Et elle passa son chemin, escortée par sa suite. Béatrice et Antoine restèrent pétrifiés au milieu du luxueux hall d'entrée, la regardant disparaître vers la salle du conseil. « Nous sommes condamnés à mort financièrement ?» murmura Béatrice, les yeux révulsés. Une année entière s'écoula. Camille avait consolidé son leadership à la tête du groupe Horizon. Ses investissements audacieux s'étaient révélés être un succès retentissant et les actions de l'entreprise à la Bourse de Paris avaient explosé. Madame la directrice, voici le bilan du trimestre.
Son assistante déposa un élégant dossier sur la table. Les chiffres sont formidables. Continuons sur cette voie de croissance. Camille irradiait une aura de pouvoir et d'assurance. À l'inverse, Madame Béatrice et Antoine survivaient péniblement, accablés de dettes. Antoine avait dû accepter un poste d'assistant juridique dans un cabinet minable d'un quartier périphérique, gagnant une fraction de son ancien salaire. La santé de Béatrice, rongée par les nerfs, le stress et la perte de son statut social, s'était gravement détériorée. Un après-midi, assise seule dans son appartement, qu'ils étaient sur le point de perdre pour impayé, elle pleurait en repensant au passé. Pourquoi me suis-je comportée comme un démon avec elle? Était-ce une mauvaise fille? Se lamentait-elle entre ses larmes. J'ai été misérable de la traiter comme un déchet, juste parce qu'elle venait d'une famille modeste. L'arrogance coûte si cher. Mais ces lamentations arrivaient bien trop tard. Camille, pendant ce temps, savourait sa nouvelle réalité. Elle avait brisé les chaînes du passé et exploitait tout son talent de dirigeante, Madame la directrice. Voici l'ébauche pour la fusion avec l'entreprise allemande. Annonça son équipe. Parfait. Donnez le feu vert immédiatement. Accoudée à l'immense baie vitrée, avec la vue de toute la capitale à ses pieds, elle réfléchissait. Cette belle fille effacée qu'il piétinait tous les jours n'existe plus. Maintenant, je vis le destin qui m'était dû. Un sourire de satisfaction sincère illumina son visage. Son chemin de croix de 3 ans avait forgé son caractère d'acier. Elle avait remporté la partie haut la main. Ce même matin, Camille se présenta devant des dizaines de journalistes lors d'une conférence de presse dans l'auditorium du gratte-ciel. Pour faire une annonce capitale, mesdames et messieurs de la presse, je souhaite partager avec vous aujourd'hui une nouvelle fondamentale pour l'avenir du groupe Horizon. Camille ajusta les micros. La voix du responsable des relations publiques résonna dans la salle. Le conseil d'administration a décidé de nommer mademoiselle Camille Laurent comme nouvelle vice-présidente plénipotentiaire du groupe Horizon. Les flashs des photographes crépitèrent comme des éclairs. Madame la vice-présidente, quelques mots sur votre ascension fulgurante pour les médias économiques, demanda un journaliste du journal Les Échos. Camille sourit légèrement. Dans ma famille, on m'a toujours appris à ne jamais juger un livre à sa couverture, ni les personnes sur leurs origines ou leurs comptes en banque. Je suis fermement convaincue que toute personne dotée de ténacité peut atteindre le sommet. Mais je veux aussi faire passer un message très clair ici. Aujourd'hui, ceux qui fondent leur vie sur l'humiliation et le mépris des autres, simplement pour se sentir supérieurs économiquement, finissent tôt ou tard par affronter les conséquences de leur arrogance de classe. Un murmure d'intrigue parcourut l'assemblée des journalistes. Faites-vous référence à une expérience personnelle récente? Madame Laurent, insista une autre reportée. Disons que j'ai passé 3 ans infiltrée, à vivre comme une citoyenne ordinaire, comme une femme de la classe ouvrière. Pendant cette période, j'ai énormément appris. Surtout, j'ai appris à détecter les personnes qui cachent une âme pourrie derrière leurs vêtements de marque et leurs titres de noblesse, sourit-elle de manière énigmatique. Sincèrement, je crois qu'enseigner ce que signifie le véritable besoin à ceux qui méprisent les pauvres est la meilleure des leçons de vie. À ce moment précis, Béatrice et Antoine regardaient la retransmission en direct sur un vieux téléviseur. Tous deux étaient pâles comme des cadavres. C'est Camille, balbutia Béatrice d'une voix faible et tremblante. Maintenant, elle est la vice-présidente de tout le pays. Antoine contemplait l'écran dans un état de choc absolu. C'est fini. Maman, nous sommes définitivement finis. Sentença-t-il. Vaincu. À la fin de la conférence de presse, Camille monta directement au bureau de son grand-père. Il l'attendait debout, appuyé sur sa canne à pommeau d'argent. Brillant. Ma petite fille. Une intervention magistrale. La félicita le patriarche des Laurent. Tout cela est grâce à ta vision. Grand-père, ces 3 années dans la boue ont fait de moi une femme inébranlable. Es-tu prête à prendre les rênes de notre empire familial? Oui. Je serai une dirigeante que personne n'osera plus jamais regarder de haut. La voix de Camille était l'écho du succès. Tard dans la nuit, Camille sortit du bâtiment monumental. Son allure dégageait une autorité indéniable. Elle avait conquis le sommet,
et personne n'oserait plus la remettre en question. Sur le mur de granit de l'entrée, la plaque dorée brillait sous les projecteurs du parvis de la Défense, vice-présidence du groupe Horizon, Camille Laurent. Tandis qu'elle s'installait dans les sièges en cuir de sa voiture de fonction avec chauffeur, elle repassa mentalement l'odyssée de ces 4 dernières années, 3 ans à dissimuler son identité, et 1 an à exécuter un châtiment de maître. Le plan s'était déroulé à la perfection. La belle fille méprisée s'était révélée être la maîtresse de l'échiquier, en écrasant l'arrogance de ceux qui l'avaient torturée. Elle avait trouvé sa véritable place dans le monde. Sa vengeance avait été servie et consommée. Désormais, la vie lui appartenait. À mesure que la voiture s'éloignait sur l'avenue Charles de Gaulle, Camille jeta un dernier regard dans le rétroviseur, vers le majestueux gratte-ciel. Enfin, elle se sentait la maîtresse absolue de son propre destin. Fini les déguisements et les silences complices. Ceux qui l'avaient rabaissée et traitée comme un déchet parce qu'elle était la fille d'un ouvrier, ont fini par ramper à ses pieds, en suppliant la clémence, tandis qu'elle, la belle fille rejetée et expulsée, tenait désormais la barre de l'un des empires corporatifs les plus formidables de France. Cette histoire nous démontre que la véritable valeur d'une personne ne réside pas dans le quartier où elle est née, ni dans les vêtements qu'elle porte, mais dans son intégrité morale. Sa capacité de résilience nous laisse comme morale que l'arrogance, le mépris de classe et le dédain envers les plus modestes finissent par présenter une facture implacable à ceux qui les pratiquent. Et elle nous enseigne que la plus grande des victoires ne s'obtient pas en écrasant les autres, mais en forgeant son propre triomphe avec dignité, talent et persévérance.